Les nouvelles du moment. Nouvelle numéro 1. La prochaine initiative de Zelensky, le combat contre la corruption que personne n'avait prévu. La proposition du président Volodymyr Zelensky d'accroître les sanctions contre la corruption pendant la période de guerre est une mesure significative pour lutter contre le problème persistant de la corruption en Ukraine. En équivalant la corruption à de la haute trahison en temps de guerre, Zelensky vise à établir un moyen de dissuasion solide contre les pratiques corrompues qui sapent la sécurité nationale et entravent les efforts de reconstruction. Cette décision audacieuse démontre l'engagement de Zelensky à lutter efficacement contre la corruption, qui a depuis longtemps rongé le gouvernement et les institutions ukrainiennes. Il est évident qu'il comprend l'importance de s'attaquer frontalement à la corruption, non seulement pour renforcer le pays en interne, mais aussi pour obtenir le soutien et la confiance des partenaires internationaux qui joueront un rôle crucial dans le redressement de l'Ukraine. Le récent limogeage de tous les chefs de recrutement militaires régionaux après une vérification nationale témoigne de la détermination de Zelensky à éradiquer la corruption à tous les niveaux de gouvernance. Cette action décisive envoie un message clair selon lequel personne n'est exempt de responsabilité et que ceux reconnus coupables de pratiques corrompues feront face aux conséquences. La position de l'Ukraine dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International souligne la nécessité pressante de mesures anticorruption solides. Actuellement classé 116e sur 180 pays, il est évident que la corruption reste un obstacle majeur sur la voie du développement et du progrès dans le pays. La proposition de Zelensky s'inscrit dans les normes internationales visant à rendre les individus corrompus responsables de leurs actes et à rechercher la transparence dans la gouvernance. De plus, la déclaration de la vice-première ministre Irina Vereshchuk capte parfaitement la gravité de la situation. L'existence même de l'État est en jeu, et la capacité de l'Ukraine à éradiquer la corruption en tant que groupe social déterminera son avenir. C'est un moment crucial pour la nation, qui appelle des actions résolues et une détermination inébranlable. L'engagement du président Zelensky dans la lutte contre la corruption est louable, et ces mesures proposées constituent une étape cruciale dans la bonne direction. En équivale la corruption à de la haute trahison pendant la guerre, il vise à créer un cadre juridique qui tiendra les individus corrompus responsables et dissuadera les autres de s'engager dans de telles pratiques. Cela s'inscrit dans la tendance mondiale qui reconnaît la corruption comme un délit grave méritant une punition sévère, rendant la position de l'Ukraine plus conforme aux normes internationales. L'importance de cette initiative ne peut être sous-estimée. La corruption a entravé depuis trop longtemps le progrès de l'Ukraine et ternit sa réputation. Si les mesures proposées sont adoptées par le Parlement, elles enverront un message fort selon lequel la corruption ne sera plus tolérée, contribuant à rétablir la confiance du public et à créer un environnement plus propice à la croissance économique et à l'investissement. Il est essentiel de reconnaître la complexité de la lutte contre la corruption. Bien que les mesures proposées soient une avancée prometteuse, elles doivent être accompagnées de réformes complètes dans divers secteurs, notamment le renforcement des organismes chargés de l'application des lois, l'amélioration de l'indépendance judiciaire et la promotion de la transparence dans les processus d'achat public. Que pensez-vous de la proposition du président Zelensky d'accroître les sanctions contre la corruption pendant la guerre en Ukraine? Croyez-vous qu'elle permettra efficacement de dissuader les pratiques corrompues et de contribuer au redressement du pays? Partagez vos réflexions et opinions dans les commentaires ci-dessous. Nouvelle numéro 2. Secret révélé, pourquoi des pays comme l'Arabie Saoudite sont désespérés de rejoindre les BRICS. L'Arabie Saoudite et d'autres pays cherchent activement à rejoindre le bloc des BRICS, qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le sommet annuel, qui se déroule actuellement à Johannesburg, suscite une attention importante alors que la Chine et la Russie cherchent à étendre leur influence politique et à remettre en question la domination des États-Unis et de leurs alliés. Le concept des BRICS a été introduit pour la première fois par l'économiste Jim O'Neill en 2001, soulignant le potentiel de ces quatre économies à former une force puissante dans le commerce mondial. L'idée a été bien accueillie par les investisseurs et les décideurs, qui ont reconnu la nécessité pour les pays en développement de s'unir et de réformer les systèmes mondiaux existants afin d'assurer l'équité et la représentation. Depuis la première réunion en 2009, les BRICS représentent plus de 42% de la population mondiale, représentant près d'un quart du PIB mondial et 18% du commerce. Certains voient le bloc comme une contrepoids aux institutions dominées par l'Occident telles que le G7 et la Banque mondiale, estimant qu'il peut conduire des réformes pour mieux refléter les réalités d'un monde multipolaire. Cependant, malgré son ambition, les BRICS ont été confrontés à des défis pour remplir leur rôle de système financier et politique alternatif. La création de la nouvelle banque de développement, dotée d'un capital souscrit de 50 milliards de dollars, avait pour but de financer des projets d'infrastructures liés au climat dans les pays en développement,
ce qui en fait l'une de ses réalisations remarquables. Néanmoins, la Banque mondiale a octroyé plus de 100 milliards de dollars de prêts en 2022, éclipsant les contributions de la Banque des BRICS. De plus, les BRICS ont mis en place un arrangement de réserve de contingence de 100 milliards de dollars pour fournir aux membres de la liquidité en devises étrangères en cas de contraintes financières. Des efforts sont également en cours pour établir une monnaie unique au sein du bloc, réduisant ainsi la dépendance au dollar américain, mais les progrès ont été limités. Actuellement, l'accent est mis sur la promotion de l'utilisation des devises locales dans le commerce intra-BRICS. Le manque de réalisation substantielle de l'organisation au-delà de la création de la Banque des BRICS a suscité des critiques. Les intérêts divergents et contradictoires entre ses membres, en particulier la Chine et l'Inde, ont entravé les progrès. Les relations tendues entre ces deux pays en raison de différends frontaliers ont également compliqué la coopération au sein du bloc. Étant donné les avantages recherchés par les pays du monde entier, il n'est pas surprenant que plus de 23 nations, dont l'Arabie Saoudite, l'Iran et l'Argentine, aient exprimé leur désir de rejoindre les BRICS. La Chine vise à renforcer sa position politique face à la rivalité croissante avec les États-Unis, tandis que la Russie cherche de nouveaux partenariats face aux sanctions occidentales. Le Brésil et l'Inde, quant à eux, ont hésité face au développement rapide du bloc et sont préoccupés par l'influence croissante de la Chine au sein de celui-ci. Bien que les BRICS n'aient pas encore pleinement réalisé leur potentiel économique, ils se présentent comme un représentant du Sud global, offrant une alternative géopolitique à l'ordre international dirigé par les États-Unis. Les nouveaux candidats sont attirés par le poids politique et économique du bloc, espérant bénéficier de son influence sur les affaires mondiales. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que rejoindre le bloc des BRICS serait bénéfique pour les pays cherchant à y adhérer? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Nouvelle numéro 3. Niger en état d'alerte, un grand affrontement imminent? La situation actuelle au Niger est marquée par des tensions croissantes et des préoccupations quant à la possibilité d'une agression. Suite au coup militaire qui a destitué le président Mohamed Bazoum, les menaces d'agression sur le territoire national se font de plus en plus apparentes. L'état-major général de l'armée l'a confirmé dans un message, exhortant les unités de l'armée à rester en état d'alerte afin de pouvoir réagir de manière efficace. L'intervention militaire du 26 juillet, dirigée par le général Abdourahmane Tchiani, a entraîné une instabilité politique et une situation sécuritaire fragile dans le pays. Cela a attiré l'attention de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui a demandé le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Le bloc a souligné la nécessité de donner la priorité à la sécurité du pays, qui s'est détériorée depuis le coup d'État. Alors que les craintes d'une intervention armée étaient initialement présentes, la CEDEAO a choisi de privilégier le dialogue avec les nouvelles autorités nigériennes. Cette approche a permis d'atténuer les craintes dans une certaine mesure. Cependant, il est crucial pour la CEDEAO de suivre de près la situation et de garantir des progrès vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel. En plus de la CEDEAO, divers groupes politiques et de la société civile mettent en garde la France contre toute action agressive envers le Niger. L'Algérie, en particulier, a rejeté une demande de la France visant à utiliser son espace aérien pour une intervention militaire contre le Niger. Le gouvernement français a nié cette affirmation. Les relations tendues entre le Niger et la France ont incité le premier à donner un ultimatum à l'ambassadeur français de quitter le pays dans les 48 heures, invoquant des actions contraires aux intérêts du Niger. Ces développements reflètent les complexités et les dynamiques géopolitiques entourant la situation actuelle au Niger. Le pays est confronté à une instabilité politique interne, des tensions régionales et des interventions étrangères potentielles. La réponse de la CEDEAO, des pays comme l'Algérie et les actions entreprises par l'administration militaire nigérienne soulignent la gravité de la situation et la nécessité d'une résolution coordonnée et diplomatique. Il est crucial d'écouter des perspectives diverses sur la question. Quels sont vos avis sur les tensions au Niger? Pensez-vous que les efforts diplomatiques initiés par la CEDEAO et le rejet de l'intervention militaire par l'Algérie sont les bonnes approches? D'autres puissances régionales ou organisations internationales devraient-elles être impliquées dans la résolution de la crise? Veuillez partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous.